niveau technique. Voilà, parfait. Écoutez, oui, bienvenue à cette nouvelle masterclass organisée par Schema Conseil, la junior entreprise de Schema Business School. Alors, quelques mots pour ceux qui découvriraient la junior entreprise. Nous sommes le cabinet de conseil étudiant de l'école et on réalise donc des prestations de services aux entreprises, entrepreneurs, grands groupes, PME, que ce soit des études de marché, des études d'implantation, des études de communication, de marketing. Et on a depuis cette année lancé cette initiative de masterclass. C'est donc la troisième qu'on organise. On a eu la chance de pouvoir recevoir lors de la première Marco Landi, l'ancien CEO monde d'Apple. Et puis ensuite, on a pu aussi organiser une deuxième masterclass en partenariat avec Engie et Hope, l'association environnementale de Schema, sur l'impact positif et comment s'engager dans des carrières à impact positif. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir co-organiser cette nouvelle masterclass avec toute mon équipe, avec deux partenaires prestigieux, exceptionnels, on peut dire quand même, EY et l'Institut Europia. Avant tout, je tiens à remercier vraiment nos intervenants qui prennent du temps aujourd'hui sur leur pause déjeuner en plus, dans des agendas vraiment très chargés pour échanger avec vous sur donc le thème le travail en mutation. Merci aussi à Juliette du côté d'EY qui nous aide au quotidien, qui nous soutient. Elle gère le partenariat entre Schema Conseil et EY et elle a vraiment beaucoup participé à la co-organisation de cette masterclass, tout comme Tania du côté de l'Institut et Marco Landi que je salue également. Euh, avant de démarrer peut-être les présentations des intervenants qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui, peut-être quelques mots sur l'organisation de la masterclass. Donc, comme vous le savez, on a 1 heure à peu près, un peu moins maintenant devant nous. On va pouvoir aborder donc ce thème, le travail en mutation, qui est en fait un thème un peu bagage qui nous permettra d'évoquer à la fois la transformation des métiers chez EY, quels nouveaux métiers se sont créés, quelles nouvelles pratiques émergent après le Covid, avec le confinement, les nouvelles pratiques aussi de management qui émergent, et puis les nouveaux métiers qui existent et qui se créent, qui se créeront à l'avenir dans les nouvelles technologies, l'IA, le digital. On ouvrira 2 séquences de questions-réponses de 10 minutes chacune. Donc, chaque participant aura la possibilité de poser ses questions aux intervenants. Vous pourrez le faire via le chat ou bien même en levant la main directement. On pourra très bien vous donner la parole. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Première partie donc dédiée à l'évolution des métiers et deuxième partie, à l'évolution des modes de travail et deuxième partie dédiée à l'évolution des métiers. Et on va pouvoir tout de suite commencer avec la présentation des intervenants qui peuvent nous dire un petit mot sur voilà, leur parcours, leur poste, leur champ d'activité. Peut-être en commençant par Monsieur Patrick Vincent Genot, si vous voulez dire quelques mots. Merci Brahim, très volontiers. Donc moi je suis associé dans la ligne de service qu'on appelle assurance. Je suis commissaire aux comptes, expert comptable et j'ai au fond mon temps qui se divise en partie pour mes activités de commissariat aux comptes. Je suis notamment, alors historiquement l'auditeur d'LVMH et un des signataires, mais prochainement celui de Chanel. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Et plus généralement sur le secteur de biens de grande consommation de l'agroalimentaire. J'ai aussi quelques missions de conseil, notamment pour des groupes du Nord. Sur laquelle je fais intervenir un certain nombre d'experts, parfois dans les nouvelles technologies. Et j'ai également une activité de recrutement et de management, puisque, et je suis ravi de participer aujourd'hui, Brahim, mais notre seule richesse dans un cabinet d'audit, ce sont les femmes et les hommes qui composent nos équipes. Nous, on n'a rien d'autre. On n'a pas d'usine, on n'a pas... Alors, bien sûr, on a quelques savoir-faire, mais avant tout, ce qu'on vend et ce qui est notre richesse, et ce qui nous permet d'exercer notre raison d'être et de la réaliser, ce sont les femmes et les hommes. Donc, il n'y a rien de plus important. Et j'espère bien que parmi vous, certains nous rejoindront. En tout cas, je prends ce temps avec plaisir parce que tout cet aspect humain est vraiment au cœur de ce que je fais au quotidien et fait partie il constitue ma motivation pour faire court. Merci beaucoup pour votre participation, Monsieur Vincent Genot et toute l'équipe EY qui a permis cette masterclass. Monsieur Relais, peut-être, ou Jean-Louis. Bon, on se connaît un peu plus, mais
Oui, Brahim, Brahim, bien sûr que tu peux m'appeler Jean-Louis. Et, ça va me permettre, donc, pour me présenter, de souligner, pour faire un lien avec Europia, que j'ai fait une carrière dans la microélectronique, longtemps basée dans la Silicon Valley pour une société américaine. Et donc là, tout le monde s'appelle par son prénom. Ça va nous permettre aussi de travailler tout à l'heure sur certains réflexes que l'on a pris, d'ailleurs, je trouve, avec tout ce qui est travail à distance. Mais je vais rester sur ma présentation. Donc, je représente la partie Europia Capital. Donc, Europia Capital, c'est une association à la fois de business angels avec l'ambition de monter un fonds d'investissement pour les startups qui font de l'intelligence artificielle pratiquement dans tous les domaines. Donc, plusieurs éléments, mais très rapides, qui me concernent. J'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle au début des années 1990. Donc, ça remonte à une époque où on n'appelait même pas ça vraiment intelligence artificielle. Et ça, du côté d'hardware, des ordinateurs massivement parallèles, hein, high performance computing. Donc, il y a énormément de mots franglais dans ce jargon. J'ai fait ça pour Dassault Électronique et ensuite, donc, j'ai travaillé 17 ans pour cette société américaine. J'y reviendrai parce que dans les modifications des méthodes de travail, ça me paraît énorme aujourd'hui, hein, lorsque, à une époque, on voyageait énormément. Depuis une dizaine d'années, donc je suis revenu là, il y a plus de 10 ans sur Sophia Antipolis. Je suis basé sur Sophia Antipolis, mais avec toujours pas mal d'activités sur Paris et d'autres capitales en Europe. Passionné de start-up, d'investissement dans les start-up, d'entrepreneuriat. Ce qui m'amène donc à enseigner comme professeur externe à Schema et dans d'autres business schools ou dans d'autres conférences, et d'accompagner pour faire de la formation d'entrepreneurs de start-up qui veulent lever des fonds, principalement, surtout sur les premiers tours, mais également de nouveaux business angels et de nouveaux clubs de business angels, principalement sur des pays émergents, pas que, mais aujourd'hui sur un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord jusqu'en Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Donc voilà, aujourd'hui, content d'être là. Merci d'avoir organisé cet échange et puis je ferai de mon mieux pour y participer, bien sûr, avec mon regard, mon expérience à la fois d'investisseur et d'entrepreneur. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cette présentation et pour ta participation. Alors, effectivement, vous l'avez compris, Schema Conseil, donc partenaire de UI et également de l'Institut Europia, hein, que vous représentez, Jean-Louis, et qui se spécialise aussi dans l'intelligence artificielle, qui a à cœur de mettre l'éthique au sein de l'intelligence artificielle, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Bon, je pense que les présentations sont faites. On va pouvoir démarrer avec la première partie de cette masterclass qui, comme je vous le disais, donc, est dédiée à l'évolution des modes de travail, tout d'abord. On va pouvoir aborder en premier lieu les nouvelles pratiques qui ont pu émerger à la fois dans un groupe comme EY, à la fois dans des structures plus innovantes, à plus petite échelle, celle qu'accompagne Monsieur Brelet. On va pouvoir également évoquer les nouveaux types de management qui bien sont en train d'émerger avec les nouvelles générations également. Et enfin, pourquoi pas un mot aussi sur l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat. Je laisse en tout cas nos intervenants dire ce qu'ils ont en tête. Et je peux peut-être commencer par une première question dirigée à tous les deux, hein. Je vous laisse prendre la parole. Mais qu'est-ce qui, pour vous, est le plus symptomatique de l'évolution des modes de travail aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une pratique, un secteur, une innovation qui vous fait dire, là, on est en train de changer d'époque, on est en train de changer en fait, on prend un tournant. Est-ce que vous avez un élément pour démarrer les discussions? Jean-Louis, on peut se tutoyer du coup, puisque tu as bossé aux US. Je te laisse, je ne sais pas si tu veux commencer, comme tu veux. Moi, j'en ai un certain nombre en tête, mais... Alors, je vais faire Patrick. Voilà, trêve de politesse. Je vais faire très court et on va plutôt faire des échanges entre nous.
Qu'est-ce qui est symptomatique aujourd'hui? Je vais commencer par enfoncer une porte ouverte. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est tous présents, connectés au travers de divers moyens dans toutes les activités. Je vais me permettre de prendre de mon côté 2 exemples. Un exemple qui est lié à mon rôle de professeur, de coach, de mentor. Je le faisais systématiquement en présentiel et j'ai pour ça énormément voyagé. Je ne pouvais même pas envisager faire un workshop, un cours, même de quelques jours, sans me déplacer. Aujourd'hui, tout se passe pratiquement à distance et on s'est aperçu que ce n'est pas idéal, mais ça s'est très vite mis en place. Les outils sont là. La preuve, là, aujourd'hui, on a cette première, ce premier échange-là, donc ensemble. Et il y a au-delà du fait de se dire dans un premier temps, ah, c'est un outil de remplacement, on en a fait un outil qui permet, avec des étudiants, des entrepreneurs, des nouveaux investisseurs, hein, puisque mes activités sont tournées autour de ça, on en a fait un atout. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse qui est très symptomatique, pour reprendre les mots de Brahim, quand je travaille sur des business plans, que j'accompagne des startups qui sont de plus en plus en mode lean startup, c'est-à-dire qu'elles sont extrêmement flexibles, elles ont quasi toutes intégré, j'aime pas les généralités, mais la grande majorité, elles ont intégré des nouveaux modes de travail, elles ont intégré le fait qu'aujourd'hui, le distanciel, les échanges de e-commerce, selon leur... ça se retrouve dans la majorité, on va dire, 9 business models sur 10. Donc, ces modes de travail, aujourd'hui, je les vois, moi, quand je regarde, je ne parle pas de business plan, mais je parle vraiment du business model. Comment on monétise pour une start-up une idée, une innovation ou quelque chose un produit nouveau ou des services nouveaux. Voilà, j'ai dit que je serais court, je ne l'ai peut-être pas été assez. Je laisse la parole à Patrick. Écoute, je suis d'accord. Moi, si je devais lister les changements, du coup, qu'est-ce qui change? Il y a d'abord un changement technologique. C'est-à-dire, comme l'a dit Jean-Louis, c'est possible. Là où avant, ce n'était pas forcément possible, c'est possible. L'iPhone a 12 ans, ne l'oublions pas, hein, c'est une techno récente. Teams n'est pas ancien. Donc aujourd'hui, il y a la techno. Deuxième point, c'est qu'il y a les circonstances. Et les circonstances, en fait, ont permis le change management. Le plus dur dans les organisations, une fois qu'il y a la technologie, c'est de faire changer les états d'esprit. Et là, en fait, les choses se sont tellement imposées que tous les états d'esprit ont changé. Ce qui fait que moi, pour ma part, ça fait 2 jours que je ne suis pas allé au bureau. Ça m'est jamais arrivé dans ma carrière de ne pas être 2 jours sur site pendant 20 ans. Et puis, depuis 1 an et demi, il m'est arrivé, pendant 3 mois, j'y étais pas. Et puis là, j'y vais de temps en temps parce que j'ai 3 enfants qui sont bruyants. Mais si je n'avais pas les enfants, je pourrais quasiment être à la maison tout le temps ou ailleurs. Et pourtant, je suis dans un métier de contact. Hein. Et puis, la troisième chose qui a changé, je pense, et il ne faut pas le négliger, ce sont les prises de conscience d'un certain nombre d'avancées en matière de sciences sociales qui ne sont pas nouvelles, puisque des réflexions sociales, il y en a depuis des années, sur les comportements, la psychologie, la manière de rendre les gens productifs. Sauf qu'on se rend bien compte que les organisations qui sont en avance sur ces sujets-là sont plus performantes que les autres. Donc ça commence à essaimer chez un certain nombre de dirigeants qui ont des points de vue beaucoup plus ouverts, je pense, qui ont un mindset qui est tourné vers la croissance, l'épanouissement, plutôt que quelque chose qui est tourné vers le contrôle et le protectif. Et ça, c'est un élément essentiel. Et puis, les 2 dernières choses qui ont changé et qu'il ne faut pas négliger, je pense, ce sont les habitudes de vie. C'est-à-dire que la manière des étudiants aujourd'hui de Schema de travailler ensemble n'est pas la même que celle qui existait il y a 15 ans. Et ce sont les envies. Et l'envie, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on recrute quand même 1800 personnes en 2000, enfin, il y a 1 an, on en a recruté un peu moins, 1500 l'an dernier du fait des circonstances. Si quand on recrute des gens, ils ne vont pas vers quelque chose qui leur fait envie, on ne va pas recruter les bons. Les envies, c'est important pour les organisations. Et il y a quand même une énorme transformation des modes de vie, des comportements. Ne serait-ce que regarder la grille de télévision. La grille de télévision, ma génération, c'est j'allume la télé. Non, vous n'allumez pas la télé. Vous regardez Netflix, On Demand, YouTube, ce que vous voulez. En fait, la grille de télé n'a plus aucun sens. Mais la grille de télé, pour les gens qui sont nés avant 1990, c'était quelque chose, ou 1985, c'était quelque chose d'évident. Ça a disparu. Et tous ces modes-là transforment profondément la société. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là.
qu'il ne faut pas négliger. Après, je peux parler des innovations qu'on a mis en œuvre, du flexible, etc., mais le maître mot, c'est qu'on s'adapte. Alors, Jean-Louis, je ne sais pas si tu vas réagir ou si je peux prolonger sur quelques réponses qu'on a, comme tu veux. Vas-y, Patrick, vas-y. Ensuite, Prolonge. Comment on s'adapte? Parce que c'est intéressant, les cabinets d'audit à la base, les gens perçoivent ça comme un moule. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, on était sur le terrain, on commençait à 8 h du matin, 9 h quand c'était cool, puis on terminait à 20 h et 2 h du mat quand c'était pas cool. Et en même temps, j'ai toujours été un électron libre, donc moi, j'ai toujours été flexible, mais c'est vrai que j'étais sur le terrain. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est qu'on se rend bien compte qu'on doit s'adapter, comme je l'ai dit, à ces 5 éléments moteurs qui refondent la société. Et aujourd'hui, nous, la réponse qu'on a, c'est qu'on a dit aux collaborateurs, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais dans l'idée, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers au bureau, en équipe, un tiers chez vos clients et un tiers où vous voulez. Cette règle du tiers, elle s'applique comme ils veulent. Le tiers peut se transformer en quart ou en cinquième. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours cette notion de vivre ensemble qui ne doit pas disparaître. Et donc ça, c'est l'adaptation aux circonstances de la Covid, modulo les périodes de confinement où effectivement, il n'y a que les impérieuses nécessités qui nous conduisent à sortir de chez nous parce qu'on est avant tout responsable. Mais avant ça, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'avant ça, nous, on devait gérer les envies des nouvelles générations pour garder l'attractivité au niveau des collaborateurs. Et donc, par rapport à ce que j'ai connu moi, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait un certain nombre de choses qui sont sympathiques, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'il y avait du flexible working et donc que finalement, la confiance est non pas quelque chose qu'on va tester, mais c'est quelque chose qui, a priori, doit être accordé aux personnes. On fait confiance à nos collaboratrices, nos collaborateurs. Ce faisant, on n'a plus besoin d'être à côté d'eux pour vérifier ce qu'ils font. On considère que tout le monde est suffisamment motivé pour travailler et s'engager par lui-même. Ça, c'est un élément fondamental. Et une fois qu'on a dit ça, on s'est adapté du coup, bien sûr, avec tout un tas d'éléments concrets que je vais redescendre, mais on s'est adapté en créant un laboratoire du management à travers les différentes générations pour comprendre comment on allait travailler ensemble efficacement. Et afin d'être certain que les messages remontent bien, on a créé ce qu'on appelle un Talent Transformation Committee, qui en fait est composé, parce que même si c'est une partnership, des gens qui dirigent EY en France et de collaborateurs qui sont beaucoup plus jeunes, ce qui fait que l'information remonte sans filtre et les discussions sont sans filtre. Et ça, c'est très important parce que si vous voulez, vous avez des boards comme chez Accor, hein, qui sont des boards faits de jeunes et qui font du shadowing, c'est-à-dire qui font la même chose que le board fait de gens beaucoup plus expérimentés pour apporter de l'innovation. Nous, notre innovation, elle est avant tout sociale. Et donc, avec ce Talent Transformation Committee, on n'a pas reproduit exactement ça, mais dans l'idée, on a reproduit en fait un pool qui allait être créateur d'un certain nombre de tendances et avec des personnes qui n'allaient pas filtrer l'information. Et tout ça contribue, si on est concret ensuite, à mettre en œuvre ce qu'on appelle le flexible working. Et le flexible working, c'est très important. Il y a un livre qui s'appelle Le Bon Moment, vous pouvez retrouver sur Internet, qui explique qu'on a tous des cycles qui se ressemblent mais qui sont quand même différents d'un individu à l'autre. Dit autrement, il y en a qui sont plutôt en forme le soir, d'autres le matin, d'autres qui se lèvent à 6 heures, d'autres qui se lèvent à 8 heures. Ce qui est important, c'est que les personnes puissent travailler au moment où elles vont être productives. Et moi, je sais qu'à 14 heures, généralement, c'est pas là que je dois dire les choses les plus compliquées, sauf si j'ai vraiment pas envie de les comprendre. Parce que c'est pas le moment où je vais être le plus productif. Mais d'autres, peut-être qu'à 14 heures, vont être très productifs, parce qu'ils viennent d'aller courir ou autre. Et donc, ce flexible working, c'est une manière de dire, on vous fait confiance, vous faites votre boulot. Par contre, si vous voulez aller courir, surtout en ce moment, et si vous avez une plage entre 15 et 17 qui n'est pas prise, mais allez courir. Moi, hier, je suis allé courir entre midi et 2. Et je le faisais déjà il y a 15 ans, en fait. Mais j'y suis allé, mais je pourrais y aller à d'autres moments. Et ce qui est intéressant, c'est que ce faisant, on a pu, par exemple, mettre un bureau des sports dans la tour, et on a mis une salle de sport. Cette salle de sport, elle est ouverte de 8 h à 20 h, ce qui permet à tout le monde d'aller à un moment donné faire un cours de yoga, faire du sport, faire ci, faire ça. Ça rééquilibre beaucoup le temps de vie de nos collaboratrices, nos collaborateurs. Mais le flexible working, c'est aussi permettre à un train de sauter dans un train, permettre à un collaborateur, une collaboratrice de sauter dans un train à 14 h pour se retrouver à Nice quand on est par exemple basé à Paris le soir à un horaire raisonnable pour ne pas payer son billet de train trop cher, sachant qu'on peut très bien travailler dans le train, arriver, se connecter, envoyer tout ce qu'on a fait et se retrouver directement sur son autre week-end plus tôt. Alors, ces éléments-là sont des exemples. Ce n'est pas la porte ouverte complètement. Hein. Je pense qu'il faut rester extrêmement concret. Ça reste l'entreprise.
Et le contrat de travail, on pourra parler des futures formes de travail plus tard, mais le contrat de travail reste d'abord le lien de subordination, c'est-à-dire la capacité à adhérer à un modèle et à répondre à des impératifs. Cela étant, il faut le faire en permettant à chacun de s'épanouir et en optimisant. Et je crois que c'est vraiment la philosophie. Alors, j'étais un peu loin à mon tour, Jean-Louis, mais voilà ce que je voulais partager. C'est parfait. Si Brahim m'autorise de rebondir sur quelques mots, et puis après, je sais qu'on a les premières sessions de Q&A. Quelques éléments que j'ai notés. Ce que nous a dit Patrick, déjà, l'iPhone a 12 ans, oui. Et ça m'a rappelé une réflexion. J'ai eu, parce que je me suis trouvé effectivement dans une société de high-tech, mon premier téléphone portable il y a 27 ans. Alors, ça peut paraître long pour beaucoup. Et c'était un Ericsson avec l'antenne qui se déployait, parce que j'en avais besoin pour mon métier. Et je me rappelle très bien que la première réaction autour de moi, ça avait été « mais Jean-Louis, et je ne sais pas si l'ami en question est connecté, je ne pense pas, mais il se reconnaîtra, mais jamais personne n'utilisera ça de manière usuelle, quoi. C'est un gadget. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de nouvelles technologies qu'on peut prendre comme des gadgets. Je vais prendre, par exemple, l'hologramme. Moi, je pense que l'hologramme va rentrer aussi dans les outils qui vont nous permettre de continuer de travailler à distance. Seulement, ayant dit ça, j'ai noté aussi que Patrick a parlé d'innovation et de confiance. Et j'ai eu un métier où un métier, c'était de parler d'innovation, de véritable innovation avec des grands groupes, puisqu'il s'agissait de leur proposer de co-créer des futurs processeurs. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais qui servent toujours à faire tourner des algorithmes. Donc, j'étais dans une société basée à côté de San Francisco, dans la Silicon Valley, avec des clients qui étaient principalement télécoms sur l'Europe, c'est-à-dire Ericsson, Nokia, Siemens, Alcatel, à l'époque en tout cas, à mon époque, et le Japon. Et donc, inutile de vous dire que j'ai pris énormément l'avion. Le jet lag dans tous les sens. Moi, je pense qu'on va y revenir. Je pense que pour construire une première relation de confiance, quand il s'agit de vraiment parler d'innovation, qui sont des innovations sensibles pour des grandes sociétés ou des plus petites, il faut établir un premier contact et on ne remplacera pas du tout le côté physique. En fait, moi, je crois beaucoup à une tendance qui est apparue depuis quelques années, qui est le phygital, qui est la contraction du mot physique et du mot digital. J'accompagne même d'ailleurs sur Sophia une société qui s'appelle Phygital dans la partie immobilière, mais je ne suis pas là pour forcément parler de ça. Donc, voilà, l'évolution des modes de travail, oui, je suis le premier pour, je le vois depuis longtemps et ça existe depuis longtemps et ça va continuer d'exister. Et il y aura toujours, à un moment donné, un événement qui va faire que, là, on le connaît tous, c'est le Covid, qui va faire que ça va être un booster, un accélérateur de ces changements. Mais ces changements, ils existent, qu'on le veuille ou pas, et on s'adapte, comme le disait aussi Patrick, mais attention à ne pas complètement basculer d'un côté ou de l'autre. Moi, je crois beaucoup. On ne remplacera pas le physique, ça c'est évident. J'aime bien ce que tu dis parce que dans notre métier, on investigue. L'audit, si je prends le métier de l'audit, ça consiste toujours à approcher une réalité de chiffres, le chiffre n'étant qu'un protocole numéraire, monétaire, comptable. Mais on ne peut pas remplacer l'observation physique. Et le deuxième point, c'est que dans le contact, on ne peut jamais remplacer la relation physique. Moi, je vais au restaurant avec mes clients. C'est le moment où j'arrive le plus à créer de la connexion. Et on a beau être en vidéo, il y a plein de choses que je ne peux pas vous faire passer, que je vous ferais passer si on était dans un campus ou ailleurs. Et ça, c'est irremplaçable, et je suis d'accord avec Jean-Louis, on ne le remplacera pas. Nous, on souhaite être carbone net zéro en matière d'émissions carbone chez EY, ce qui veut dire qu'on va drastiquement limiter les déplacements, notamment par avion. Et ça fait partie de nos objectifs. Ce qui est clair, c'est que moi, je vais continuer d'aller dans le monde entier, voir maintenant pour Chanel, ce qui se passe dans tel ou tel pays. Je ne pourrai jamais remplacer ça. Parce que même les visites virtuelles d'une boutique ou autre me donneront jamais exactement la perception de la réalité telle que je dois la percevoir et la perception du contact que je serai capable d'établir et qui est différenciant. Voilà. Il ne faut pas abandonner, il faut juste adapter.
Mm. Merci beaucoup à vous deux pour ces premiers témoignages vraiment très intéressants sur cette première partie. Et donc, oui, on retient beaucoup de choses de tout ce que vous avez dit, notamment la confiance qui a pas mal évolué, le figital, qui est aussi un thème qui revient sur le devant de la scène, et puis également l'adaptation de tout ça avec un certain contrôle, parce qu'on reste quand même dans une organisation, il faut savoir rester dans un certain contrôle. Alors justement, on va pouvoir passer à une partie de questions-réponses maintenant avec les participants. Alors, je suis sûr que vous avez beaucoup de questions à leur poser sur cette première partie. Allez-y, si vous voulez directement passer par le chat ou bien lever la main si vous avez une première question suite aux échanges, n'hésitez pas. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de schémiens, d'étudiants de schéma, donc je pense que tous ces enjeux-là vous sont familiers. Nous, on est dans une école aussi où on nous vend continuellement, à raison, à mon avis, hein, cette mondialisation et ce voyage vers l'autre. Mais en période de Covid, toute la subtilité, c'est de pouvoir le manier, l'allier avec les nouvelles technologies, avec le digital. Est-ce que vous avez un témoignage, des questions, peut-être en ce sens? Je vous laisse la main pour une dizaine de minutes de questions-réponses. Pendant que les étudiants réfléchissent, moi, je vais juste vous donner, j'en profite, hein, ce qui laissera le temps à la question de venir. La perspective et le futur du monde du travail, ce qui est intéressant, c'est qu'à très court terme, c'est effectivement de savoir comment les bureaux vont s'organiser, etc. Bon, je pense que c'est pas passionnant, mais c'est qu'à horizon de 30 ans, on se dit qu'on va passer en mode collaboratif. Ce qu'on voit déjà chez Google et chez d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est chez Google, on est en mode collaboratif. Vous êtes complètement libre, sauf que si vous échouez sur vos objectifs 2 fois de suite, il est très probable que vous êtes dehors. Et en fait, les objectifs, c'est toutes les semaines. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande liberté qui est offerte, mais en fait, il y a une immense responsabilité, une immense pression qui est mise. C'est-à-dire que les gens qui travaillent chez Google, ils ne sont pas les pieds sur la table en train de se dire c'est pas grave, c'est cool. Le paradoxe, c'est que cette responsabilité les conduit à beaucoup plus travailler que s'ils étaient dans une organisation classique, puisqu'ils ont la pression et qu'ils ne veulent surtout pas être exclus de la communauté à laquelle ils participent, qui est l'entreprise. Tout ça pour dire qu'on va passer d'un mode qui est le lien de subordination très classique, hein, qui est issu en fait du monde ouvrier, à un mode demain qui va être un mode collaboratif. Ça, c'est évident. On ne sait pas encore très bien comment ça va se manifester, mais vous, dans vos carrières, je crois qu'il y a presque 60 étudiants de schéma, c'est ce que vous allez connaître, puisque vous avez environ 40 ans de carrière devant vous. Sur ces 40 ans de carrière, il y a sans doute la moitié des métiers que vous observerez en fin de carrière qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas quels sont précisément ces métiers. Et il y a ce mode qui va totalement être transformé et qui pose plein de questions, hein. Comment est-ce qu'on contribue pour sa retraite? Est-ce que c'est laisser la responsabilité individuelle? Est-ce qu'il y a la responsabilité? Bref, il y a tout un tas, il y a une modification sociétale en profondeur qui va s'opérer. Mais là, je m'éloigne un peu du concret à court terme, mais c'est important de l'avoir en tête, je pense. Mais c'est vrai, Patrick. Alors, je vois sur le chat là une première question qui rebondit sur le point des hologrammes que j'ai souligné. Alors, c'était plus un exemple de nouvelle technologie, hein. Donc la question, je me permets de la lire là pour tout le monde. Vous avez évoqué la question des hologrammes. Seriez-vous pour ou contre la création d'un bureau virtuel pour les entreprises? Alors, j'aurais presque envie de demander à la personne qui pose la question des précisions, mais le bureau virtuel, pour moi, il existe, il commence déjà à exister au travers de toutes ces connexions. Et oui, est-ce que je suis pour qu'on en arrive à un bureau virtuel? En fait, c'est intéressant. La semaine dernière, donc c'est tout frais, avec un groupe d'étudiants, on a travaillé sur, alors c'était, je m'en excuse Barine, c'était pas Schema, mais voilà, des formations aussi autour de Business School. On a travaillé sur le fait d'une start-up qui veut offrir justement cette possibilité de se sentir comme dans un bureau. C'est-à-dire, on ne se connecte pas sur Zoom juste pour avoir une réunion, mais on se connecte. On a beaucoup
parler d'apéro pour le côté particulier. Là, on se connecte pour le temps d'un café, on recrée un petit peu cette ambiance plus conviviale. Donc, sans dévoiler ce que fait exactement cette start-up, j'ai eu l'occasion, avec des étudiants qui se sont dit, là, il y a une opportunité. Donc, je vais répondre, est-ce que je serais pour la création d'un bureau virtuel pour les entreprises? Si c'est ça le sens de la question, oui, absolument. On peut recréer des choses, elles vont se créer, elles existent déjà, c'est déjà en train de se faire. Alors, j'aime bien ta réponse. Moi, je sais pas ce que c'est qu'un bureau virtuel, effectivement, parce que si moi on me demande, je dirais OK, mais à une condition, c'est qu'il y ait toujours un bureau physique. Dit autrement, euh, on n'arrivera jamais à créer un esprit de promo et à permettre à des gens de régler des différends s'ils sont en bureau virtuel. Et donc, je reste intimement convaincu de l'absolue nécessité de lieux physiques. On peut avoir des groupes de travail internationaux, mais il faut toujours se rencontrer à un moment donné, il faut toujours socialiser. Et c'est tous les à côté. On a aussi un programme qu'on appelle HPT, Highest Performing Team. Quand on crée un team de haute performance, le socle de ce team, paradoxalement, c'est la capacité à connaître l'autre. Ce sera ma capacité à connaître Jean-Louis, ses loisirs, sa situation personnelle, ses épreuves difficiles, ses succès, qui me permettra demain, si on avait un point difficile, de le résoudre très facilement parce qu'on aura un langage commun. Et ça ne se créera pas à distance. Je n'y crois pas, personnellement. Alors, je suis d'accord, Patrick. Maintenant, aujourd'hui, ça va faciliter les choses. Voilà, pour l'ensemble des participants, hein, on va souligner que Patrick et moi, c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais je pense qu'il y a déjà un lien qui va se créer et que, je me permets, Patrick, c'est moi qui lance la balle, que la prochaine fois que je monte sur Paris, peut-être qu'on va se dire, tiens, physiquement, on va se prendre ce fameux café, mais cette fois-ci réel. Donc ça, je suis bien d'accord. Tout comme je suis le premier à déjà prévoir de me redéplacer à l'étranger pour faire ce mix, je crois beaucoup à ce mix de Figital. Alors, j'aperçois d'autres questions. Oui. Est-ce que Patrick, tu veux prendre les prochaines là? Alors, relation humaine, donc on a essayé de répondre à Ambre. Blessing, je pense que côté relation humaine, moi je pense que la techno les facilite. Je vais te donner un exemple. J'étais, pendant le confinement, beaucoup plus proche d'un certain nombre de clients que je connaissais physiquement. Pourquoi? Parce que grâce à la techno, on s'est mis en visio. Ils ont vu où j'étais. Bon, moi, j'étais pas ici. J'étais dans un chalet en Haute-Savoie, en l'occurrence, pour tout un tas de raisons. Eux étaient ailleurs. Et on a commencé d'ailleurs à se parler de nos santé respectives et de comment allaient nos proches. Ça a créé un lien incroyable. Et le paradoxe, c'est qu'il ne faut pas opposer digitalisation, techno et lien. Le lien a été créé grâce à la techno, à la digitalisation. Si on avait été par téléphone, ce lien aurait été moins fort. Il y avait la visio, il y avait le background, il y avait en plus les enfants qui jouaient, qui passaient une tête. Donc moi, j'ai plein de clients et de collaborateurs qui connaissent mes enfants désormais. Et tout ça, en fait, paradoxalement, ça a renforcé le lien. Donc je n'opposerai pas les deux. Et puis, s'agissant de Sébastien, oui, il y a des réactions différentes. Mais les réactions différentes, je pense qu'elles sont plus sur le mode de management. Parce que sur les nouveaux modes de travail collaboratif, on est tous obligés de s'y mettre. Nous, on a un logiciel, par exemple, où parfois on travaille à 5 dans une équipe, et puis il y a des audits qui sont faits, qui sont transnationaux. Et il y a des centaines de personnes qui peuvent se connecter, chacun avec ses responsabilités. Et tout ça, au fond, si on n'embrasse pas ces modes technologiques d'évolution, je pense qu'on reste aujourd'hui sur la touche parce qu'on se prive de facteurs de productivité essentiels pour rester dans le match et se concentrer sur les points qui comptent. Oui. Oui, juste pour rajouter sur cette dernière question, est-ce qu'il y a des réactions différentes selon les générations, les tranches d'âge? Pour moi, non. Quand on parle de méthode de travail, et là je fais attention, il faut vraiment parler donc des générations qui sont des générations quand on commence à travailler autour de 20 ans, un peu avant, un peu après selon les études, jusqu'à la retraite. Je prends vraiment ces tranches d'âge. Et aujourd'hui, les modes de travail, c'est quelles que soient les générations, et ça va, enfin, c'est déjà en train de changer. Hein. C'était déjà en train de changer. Le Covid a été un booster, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était déjà présent. Et donc, moi, je ne ferai pas la différence
par génération et par tranche d'âge pour tous ceux qui sont en âge de travailler. Je pense que les différences seront beaucoup plus sur les types de métiers, sur les types d'interactions, etc. Il y a des différences, mais elles ne se situent pas sur les tranches d'âge. Il y a des freins au changement, au fond. Justement, très gros freins au changement. Mais c'est une bonne. Je vous laisse, Brahim, faire la transition, parce que je pense qu'on arrive. Oui, je sais où on en est pour la deuxième sur l'agenda. Merci beaucoup. Donc, deuxième partie, effectivement, où là, on va pouvoir aborder davantage l'évolution des métiers. Ouais. Vous avez déjà pu évoquer beaucoup de choses, mais on va pouvoir notamment se concentrer effectivement sur vos propres choix aussi. Comment, à l'époque, vous étiez destiné à ce métier en particulier que vous exercez aujourd'hui? Comment vous l'avez vu évoluer tout au long de votre carrière, dans un premier temps? Et puis, dans un deuxième temps, quels sont pour vous les secteurs porteurs, les secteurs d'avenir? Et même les transformations que vous pouvez connaître. Avant ça, moi, j'aimerais juste souligner quelque chose que je trouve très intéressant, et c'est un point commun que vous avez dans vos deux discours, c'est que là, on parle vraiment des nouvelles technologies et des transformations de façon très optimiste, au service de la croissance, au service de l'activité, et ce n'est pas une rupture, comme on entend parfois, un peu, comment dirais-je, difficile à mettre en place. Alors bien sûr, c'est à accompagner, etc. Mais on sent vraiment dans vos discours que c'est une opportunité avant tout et qu'il faut pouvoir s'en saisir. Et je crois que ce discours, il est vraiment très important à avoir en tête, en tout cas si on veut tirer le meilleur de ces secteurs-là. Je vous laisse la main pour la deuxième partie. Peut-être voilà, évoquer dans un premier temps, je peux laisser la main, Monsieur Brelet, vous vouliez terminer. Peut-être Monsieur Vincent Genot, si vous voulez reprendre la main sur cette partie. Alors, les nouvelles technologies et comment on s'y adapte. Ce qui est intéressant, c'est que, pour vous donner une idée, moi, quand j'ai commencé, l'attirail du nouveau collaborateur chez nous, c'était une paire de ciseaux, des œillets. On découpait ce qu'on appelait une balance générale, qu'on collait. C'était de l'EMT, donc ça me faisait marrer, quoi. Je me disais, c'est quoi ce truc? Et puis, on avait un crayon papier, un crayon rouge, un crayon bleu. Enfin bon, c'était du délire, quoi. Aujourd'hui, quand je raconte ça à mes collaborateurs, même ceux qui ont 10 ans d'expérience, ils me regardent en disant, ça y est, il refait le dinosaure. Et donc, évidemment, ça s'est complètement transformé. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de, maintenant, ce qui est un peu à la pointe. Chez EY, typiquement, on a un lab aujourd'hui. On a un laboratoire. En fait, on en a 18 dans le monde. Le laboratoire de Paris est spécialisé en cybersécurité et en blockchain. Mais on fait également de la réalité augmentée, on fait du predictive analytics. En fait, on a des gens dont le métier est d'innover. Et pourquoi? Parce que dans nos métiers, nous, on a un acteur de la confiance. L'idée, c'est comment est-ce qu'on crée de la confiance. Quand on a des sommes de données à disposition, typiquement dans le métier de l'audit, il faudrait être fou pour continuer à auditer les choses comme on le faisait il y a 20 ans. Moi, quand prenons l'exemple de Louis Vuitton. Louis Vuitton, il y a des données en quantité inimaginable sur tout ce qui se passe dès qu'il y a une transaction qui est enregistrée, puisque toutes les sociétés sont complètement informatisées. Si je vais prendre toutes les données, je vais pouvoir les serier, faire de l'analyse de données, et ce faisant, en fait, je vais identifier un certain nombre de choses qui sont étonnantes. Et donc, on a de l'analyse de données, on a ce qu'on appelle du process mining. Je ne pourrais pas tous vous faire la démonstration, mais le process mining, c'est-à-dire qu'on voit comment un process est censé opérer, comment il opère effectivement, avec des choses qui sont très schématiques, des petites boules qu'on voit glisser le long de processus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous analysez, je sais pas, 30 millions de transactions dans une année, vous allez voir peut-être les 50 transactions qui sont curieuses. Et donc, tous ces éléments-là, ils sont au cœur de ce qu'on fait. Dernier exemple, sur le protocole d'intelligence artificielle, Siemens, à un moment donné, a mis un protocole d'intelligence artificielle qui gérait ce qu'on appelle la ségrégation des tâches, le SOD, la matrice de SOD. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais que fait EY pour auditer Siemens? On peut continuer à faire les choses à l'ancienne, mais en fait, on a nous-mêmes été voir le protocole d'intelligence artificielle qui a été mis en œuvre par Siemens pour s'assurer que la manière dont il fonctionnait était satisfaisante et qu'on pouvait donc s'appuyer sur ce protocole pour nos travaux. Donc, on est évidemment continuellement au cœur d'un certain nombre d'innovations et en lien avec ces innovations. Et puis, on l'est quand on fait de l'audit, là je viens d'en parler, mais en conseil, on l'est encore plus puisque c'est nous qui accélérons la digitalisation de nos clients. C'est nous qui les aidons à mettre en place des robots, ce qu'on appelle le RBA, Robotic Process Automation.
C'est nous qui les aidons à mettre en place une transformation digitale. Donc, c'est le cœur de notre métier. Je vais laisser… Jean-Louis a été sorti et revient. Je vais laisser Jean-Louis rebondir, mais évidemment, ces nouvelles technologies sont au cœur de tout ce qu'on fait. Jean-Louis, est-ce que vous nous entendez? Voilà, oui, alors on parle de technologie, vous avez probablement remarqué que j'ai été déconnecté, donc ça fait partie des soucis qui sont des soucis de techno. Donc, je suis désolé, Patrick, j'ai pas entendu probablement la dernière ou les 2 dernières minutes. Écoute, en 2 mots, j'ai parlé d'intelligence artificielle, de RPA et de digitalisation en expliquant qu'on s'en servait à la fois en audit et à la fois dans nos missions de conseil, parce qu'évidemment, c'est clé. D'accord. Alors, merci pour ça. Bien sûr qu'en représentant Europia aujourd'hui, j'allais parler d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de big data. Ce sont des secteurs qui sont porteurs, mais qui sont aujourd'hui, l'intelligence artificielle, pour moi, elle est présente de plus en plus partout. Je vais me permettre une analogie pour essayer d'expliquer un peu ce que j'ai en tête. Je ne le prends plus comme étant un secteur. C'est un peu comme l'écologie. Il y a quelques années, on prenait l'écologie à part, on le prenait comme un parti politique ou comme quelque chose dont il fallait vraiment s'occuper, mais en tant que tel. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord, mais à mes yeux, l'écologie, aujourd'hui, elle est intégrée partout, dans tout ce que l'on fait. Je vois l'intelligence artificielle de la même manière. Et il y a différents types d'intelligence artificielle. Donc là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais on va parler du secteur de la santé qui est très porteur. L'intelligence artificielle va permettre de se déployer beaucoup plus facilement sur des choses qui n'étaient pas imaginables avant. Et on va pouvoir trouver l'IA partout. Le challenge, c'est même aujourd'hui de se dire quel serait le secteur où une forme d'algorithme, si j'élargis un petit peu plus, entre IA, des algorithmes donc, qui ne sont pas forcément avec le label intelligence artificielle, tout ce qui est big data, etc., quel est le secteur qui n'est pas influencé, impacté par ces avancées-là? Il doit en exister, j'en ai même pas en tête. Merci beaucoup à vous deux pour cette deuxième partie d'échange. Si ça vous convient, on va passer à une deuxième session de questions-réponses. Ça vous permettra aussi de détailler un petit peu plus, bien sûr, vos propos. Pareil, même système, une dizaine de minutes environ. Ce sera la dernière session, donc n'hésitez pas à poser vos questions aux intervenants. Je vous rappelle que la masterclass se terminera sur les coups de 13 heures, donc profitez-en, il y a encore un petit peu de temps. Avant que la première question arrive, moi j'en avais une première sur ce que vous avez dit. Il y a beaucoup d'anticipation, on le sent notamment grâce au lab que vous avez développé chez EY, notamment aussi l'intelligence artificielle qu'étudie et recherche Europia. Si on se positionne aujourd'hui, c'est bien sûr beaucoup de choses qui vont évoluer. Si on se positionne demain, comment faire pour anticiper une rupture qui n'est pas arrivée? Qu'est-ce qui sera là après selon vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sous-jacentes et qui vont encore continuer dans 10, 20 ans ou qui vont se créer? Alors, on n'est pas devin, mais est-ce que vous avez une idée de ce à quoi pourrait ressembler le travail dans 20 ans, dans 30 ans? Alors, moi, j'adorerais avoir l'idée. Vas-y, Jean-Louis. Oui, j'allais réagir en disant, bon, voilà, personne n'est devin, effectivement, mais l'évolution que l'on voit, que l'on observe depuis 10, 15 ans, qui était une évolution avec un changement, je reviens à ce que j'ai, je crois, dit en introduction, des business models des entreprises. Des entreprises qui sont à la fois plus petites et on voit des entreprises aussi plus importantes, ça va se poursuivre. Hein, donc, si j'emploie un terme, l'ubérisation, ça va se poursuivre, mais je pense que ça va aussi se structurer. Alors, quel sera le type d'entreprise qui va émerger dans 20 ans? J'aimerais bien le savoir. On peut essayer d'y réfléchir. Il y a 20 ans, on n'a pas vu venir ce que je qualifie d'ubérisation à ce point-là. Donc, sans faire de prédiction,
on va reprendre aussi ce mot-là qu'on a souligné tout à l'heure, donc le physique plus le digital, le figital. Beaucoup de choses vont se développer autour de ça. Alors, il y a eu un certain nombre d'essais pour avoir la partie qui est la partie physique. Comment seront les bureaux à terme de grands groupes? Moi, je reste persuadé qu'à côté de tout un tas d'entreprises très innovantes, on va continuer d'avoir des grands groupes. On en voit de plus en plus. On en a besoin aussi pour des raisons financières. Maintenant, l'évolution, ça va être vers de la flexibilité. Je reprends aussi ce qu'a dit Patrick tout à l'heure. On travaille, mais avec d'autres mots. On va travailler sur un mode où les buts, le travail accompli sera beaucoup plus important. Et parfois même, je crois que Patrick, tu citais Google, sur une semaine donnée, hein, c'est-à-dire que là, on ne se projette plus sur, bon, voilà la revue annuelle. Ça ne va pas, ça n'existera probablement plus à mes yeux. Mais beaucoup plus sur, voilà, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui a été accompli, quelles sont les tâches, et puis à la fois, ça va donner beaucoup d'autonomie. Alors, j'aime bien ça, et peut-être, avant de répondre à Blessing, à votre question, si je vais regarder devant, donc, je suis d'accord, on ne sait pas ce qui va se passer, par contre, on a quand même une idée de ce qu'on a déjà observé. C'est-à-dire qu'on a déjà observé, une première chose, c'est la sophistication croissante de notre société. On va dans une société qui se sophistique. Donc, il n'y aura plus de pic de la Mirandole, dit autrement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sachants universels. Et c'est d'abord une des questions que vous devez vous poser, à mon sens, dans votre orientation, c'est est-ce que j'ai envie d'être un spécialiste, est-ce que j'ai envie d'être un généraliste? Ça, c'est une question clé. Ce qui est certain, c'est que vous aurez de toute façon une forme de spécialisation et de sectorisation qui va aller crescendo. Moi, j'ai choisi ce métier pour rester généraliste, mais je suis quand même dans le secteur de la grande consommation, du luxe et de l'agroalimentaire. Je pourrais retourner auditer des entreprises qui font de l'extraction pétrolière comme je l'ai fait, mais honnêtement, j'ai raté 15 ans d'innovation, donc je serais beaucoup moins percutant. Et je pourrais aller auditer de l'industrie lourde, mais c'est pareil, ça fait 18 ans que j'en ai pas fait. Donc je serais moins percutant parce qu'aujourd'hui, quand on va chez Forestia, chez Renault, je veux dire, l'écosystème n'est plus le même. Donc ça, c'est le premier point qui va forcément caractériser le futur, c'est une sectorisation, une spécialisation. Le deuxième point, c'est qu'on aura, je pense, 3 grands sujets pour répondre à la question de l'orientation digitale. On aura toujours des métiers fondamentaux. Et à ces métiers fondamentaux vont se greffer des technologies. Dit autrement, prenons le secteur de l'agroalimentaire. Je vais toujours avoir des agriculteurs. Ça ne va pas changer. Et j'aurai toujours besoin d'avoir de la terre pour faire pousser, même si je peux faire du hors-sol. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais survoler tout ça en drone, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, pour regarder comment mon sol est constitué, comment est-ce que mon blé pousse, et être capable en fait d'irriguer au mieux. Et puis avec le predictive analytics et l'évolution des technologies météorologiques qui progressent à une vitesse sensationnelle, j'aurai un coup d'avance. Donc les étapes de gel qu'on a connues, par exemple, on arrivera peut-être à mieux les anticiper. Si on prend les médecins, il y aura toujours des médecins. Et il y aura toujours des restaurateurs. Qu'est-ce qui va changer? Un restaurateur, on le fait déjà avec Sushi Shop, on ferait du predictive analytics pour dire à Sushi Shop, attention, là il y a un match de foot, on est tel jour de l'année, et voilà combien vous allez avoir de commandes de sashimi en dorade, en ci, en ça. On le fait par point de vente et on aide Sushi Shop à dire ça permet de préparer les commandes, ce qui fait que quand vous regardez votre match de foot et que vous commandez chez Sushi Shop, là où vous pouviez avoir 2 heures d'attente certains soirs parce qu'ils étaient complètement débordés, ils n'avaient pas vu le pic de demande venir, en fait, ils l'ont anticipé, ils ont préparé l'après-midi et le soir, ils livrent et ils tiennent leur délai en 25 minutes, 30 minutes maximum, vous avez votre plat chez vous. Donc, à chaque fois, vous voyez, il y aura toujours la personne qui prépare le sushi ou le sashimi, mais va se greffer une technologie et puis des passeurs, c'est-à-dire entre tout ça. C'est pareil chez les médecins. Il y aura des gens qui vont avoir des robots qui vont permettre sans doute de déplacer les malades, mais on ne va pas remplacer le contact humain du médecin, ni son expertise. Et donc, il y aura ce mix. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous devez forcément vous orienter vers le digital? Je pense qu'il faut être conscient du digital. Mais ensuite, moi, je vous invite à vous orienter vers ce vers quoi vos inclinations naturelles vous portent. Parce qu'il y a une chose qu'on n'enlèvera pas, c'est le contact. Et donc, il y aura des gens qui seront des technos. Il y aura des gens qui seront des spécialistes du robot. Il y aura des gens qui seront des spécialistes de la data. Il y aura tout un tas de spécialistes. Et puis, il y aura des gens dont le métier, c'est le contact. Et le contact, on ne l'enlèvera pas. Et moi, je reste persuadé que le socle de la société humaine, c'est le contact. Donc, vous allez trouver votre chemin en fonction de vos appétences,
dans cet univers mouvant par rapport à ça? Alors, je vais me permettre, je sais que le temps passe, si on a d'autres questions, juste de rebondir sur ce point digital pour répondre. Répondre non, dans le sens où il ne faut pas orienter une formation vers du digital. Le digital, c'est un outil, hein, au sens très large du terme. Et c'est une réflexion que je me fais souvent et que je fais souvent aux étudiants de Schema qui sont en entrepreneuriat. Et donc, je les accompagne sur à peu près un semestre pour qu'ils créent en général leur tout premier business plan. Il y en a qui ont des idées de business en tête et pas d'autres. Par contre, je vois de plus en plus souvent, ces dernières années, quand je leur dis, voilà, quelle est votre idée de business? Ils commencent par me dire, on va faire une app qui. Alors je dis, stop, ne me parlez pas d'abord du moyen. Ok, il y aura peut-être une app, il y aura peut-être un site web, il y aura certainement d'ailleurs tout ça, mais parlez-moi d'abord de ce que vous voulez faire, de ce que vous avez envie de faire. J'ai bien aimé quand Patrick parlait d'agriculture, quand on regarde l'industrie, quand on regarde tous ces secteurs-là, on va continuer d'avoir tous ces métiers. Oui, ils vont évoluer. Mais donc c'est pour ça que je me permets de répondre non. Ne pensez pas que digital, ne vous formez pas tous à faire que des apps. C'est qu'est-ce que vous voulez en faire qui est le plus important. Et je serais plus dur que toi, c'est-à-dire que si vous vous formez à faire des apps, c'est super, mais vous allez avoir des étudiants chinois et indiens qui seront plus performants que vous, qui iront plus vite que vous et qui coûteront moins cher. Donc pensez à votre valeur relative. Hein, ça, c'est très important. Votre valeur relative, c'est pas de savoir coder. C'est bien de savoir coder, c'est bien de comprendre comment ça marche. En fait, c'est un outil comme un autre. Et pour reprendre tes mots, Jean-Louis, Jacques-Antoine Granjon, quand il a créé son site, a expliqué pourquoi est-ce que VP fonctionne si bien. Moi, j'ai pas du tout décidé de monter un site de e-commerce. Moi, c'était mon métier et j'ai utilisé le e-commerce pour le sublimer. Nuance. Très, très Voilà. important. Mais on est bien en phase tous les deux, Tout à Patrick. fait. Une nuance qui est importante. Très importante. Peut-être, Sébastien, si tu veux poser ta question rapidement. Oui, merci beaucoup, Brahim, et merci à vous pour tous vos conseils et toutes ces opinions très intéressantes. Ma question, vous y avez déjà bien répondu, au fait, c'était à quel point est-ce que nous, étudiants en école de commerce à Schema, on doit essayer de comprendre les outils, est-ce qu'on doit essayer de les comprendre ou juste de comprendre les résultats en laissant un peu le côté boîte noire des outils, mais voilà, et quel mindset aussi on doit avoir à ce sujet-là. Donc vous avez déjà commencé à répondre à ça, j'ai l'impression. Vous avez votre Si je permis, comprends- Sébastien? J'ai mon permis, oui. Vous savez comment marche un piston précisément? Oula. Voilà. Et tant que vous n'êtes pas en panne, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne le moteur. Par contre, il faut toujours avoir pas loin quelqu'un qui sait réparer la voiture. Mais est-ce que pour innover, peut-être, ça peut être intéressant de comprendre aussi, vous parliez, Monsieur Brelet, vous disiez qu'il est intéressant d'avoir l'idée avant le moyen, mais peut-être que parfois l'idée découle aussi de la connaissance du moyen, de comprendre comment fonctionne la machine, Alors, comment est-ce qu'on jauge. c'est là où je dirais attention à ce que vous voulez faire. Si vous voulez développer une idée, développez-la indépendamment des moyens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est le problème que vous voulez résoudre pour vos clients? Hein, je ne vais pas me lancer dans un début de cours d'entrepreneuriat, mais donc c'est ça qui est le plus important. Après, vous aurez des moyens, vous pourrez utiliser tout un tas d'outils, comme l'a très bien dit voilà, Patrick, et on peut rebondir sur cette histoire de la voiture. Aujourd'hui, on observe que de plus en plus, vous en êtes le contre-exemple, mais quand on demande aux jeunes étudiants s'ils ont passé ou s'ils ont leur permis, il y a une grande majorité, au début de leurs études, quand ils arrivent en master, en tout cas, ils n'ont pas encore leur permis. Ce n'est plus quelque chose qui est important, et je les comprends. Et ça, c'est une évolution majeure. Et tout ce qui est mobilité est en train de beaucoup évoluer. Patrick sous-entendait un piston, donc une voiture qui soit une voiture avec un moteur thermique. On sait que ces moteurs thermiques, ils auront très probablement disparu en 2030 ou en 2050. Et que même la voiture électrique, aujourd'hui, va très probablement être remplacée par quelque chose à l'hydrogène. Donc, pour revenir à la question de l'étudiant, qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce que c'est d'étudier toutes ces technologies ou bien d'étudier le cœur du problème que vous voulez résoudre pour vos clients? Et ma réponse est bien sûr le deuxième point. Et puis vous êtes, me semble-t-il, quand même dans une filière qui a une dominante économique.
et non d'ingénieur. Donc c'est important que vous maîtrisiez l'écosystème dans son ensemble plutôt que la technologie, puisque vous risquez d'être dépassé par des ingénieurs si vous vous focalisez que sur la techno. Peut-être pour répondre à la question de Stella, que j'aime beaucoup aussi, mais il est 13 heures, donc en 2 mots. Moi, je suis convaincu, Stella, que typiquement la blockchain, qui consomme une énergie formidable, ne pourra pas remplacer à terme le greffe, et que ça risque de sonner le glas des cryptocurrencies, des crypto-monnaies. Il y avait d'ailleurs une émission très intéressante sur Inter que vous pouvez écouter en différé. Ça devait être un samedi matin sur la capacité des crypto-monnaies et des monnaies virtuelles à remplacer les monnaies classiques. Ça coûte très cher une monnaie virtuelle, ne serait-ce que parce que la blockchain implique des serveurs et que ces serveurs, ils consomment de l'énergie. Vous savez que Facebook a placé des serveurs en Scandinavie, dans des pays froids, parce que ça chauffe tellement que ça coûte moins cher, parce que sinon il faut les climatiser. Ça va être effectivement un débat majeur, et à la pollution classique va s'ajouter la pollution numérique. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter le numérique, ça veut dire qu'on va débuter une forme de sobriété, je pense, et on va commencer à réfléchir à une sobriété calculatoire également, y compris sur la blockchain. Et il est très probable qu'on va réussir un jour à avoir des blockchains qui seront moins consommatrices d'énergie. Je ne sais pas encore comment, mais voilà, tout ça va évoluer. En tout cas, ça ne peut pas rester en l'état, parce que si ça reste en l'état, ça ne pourra pas se développer. Alors, juste peut-être un dernier mot, vu l'heure qu'il est, mais en rebondissant sur un point où je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Patrick. Il faut aussi qu'on se challenge et peut-être, Brahim, ouvrir un autre débat. Donc, oui, sur l'aspect des serveurs, et ça, je suis absolument d'accord qu'il faut que ça évolue. Par contre, moi, je crois beaucoup aux crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies, qu'on les appelle crypto-monnaies ou autres types de monnaies, type blockchain, indépendants des gouvernements, ça, je pense que c'est une évolution qui va devenir une évolution majeure dans le futur. Est-ce qu'elles vont se baser sur des technologies, sur des moyens digitaux qui vont beaucoup moins consommer? Oui, ça va dans le sens de ce que l'on disait avant, ne pas mettre les moyens. Donc, moi, je suis un fervent défenseur des crypto-monnaies et je suis prêt, Brahim, à en débattre une prochaine fois. Bon, ben voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Pour rebondir très rapidement sur ce que vous avez dit, effectivement, c'est passionnant. On pourrait y passer des heures encore, mais malheureusement, le temps ne nous le permet pas. Moi, une petite anecdote, mais on m'avait dit avant que je choisisse mon orientation en école de commerce, il faut que tu décides, Brahim, soit tu dois te faire avoir par un ingénieur parce que tu ne maîtrises pas la globalité du travail, et dans ce cas-là, c'est pas bon, soit tu dois te spécialiser à ce point comme lui dans l'informatique ou autre. Bon, je savais que c'était pas possible pour moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être, entre guillemets, en école de commerce aussi, pour comprendre les grandes ficelles et pas me faire avoir, comprendre le langage. Et je pense que c'est important. Et ensuite, sur la question de Stella, la sobriété numérique, moi, je te recommande Inès Leonarduzzi, qui a fondé Digital for the Planet et qui est vraiment pour moi la référence dans ce thème-là. Donc, c'est une petite référence au passage. Un mot de la fin, peut-être, pour nos intervenants, en 30 secondes, si vous voulez ajouter quelque chose, peut-être? Alors, juste un petit mot très rapide. Je rebondis aussi à nouveau. Je dis souvent aux étudiants en schéma, qui sont en école de commerce, en entrepreneuriat, qui me demandent effectivement, est-ce qu'ils ont fait le bon choix? Oui, vous avez fait le bon choix pour devenir entrepreneur. Moi, je regarde ça du côté du prisme entrepreneur. Par contre, ne vous associez pas qu'avec vos collègues, les étudiants qui ne font que le même cursus que vous. Sortez, allez rencontrer des ingénieurs, allez rencontrer des personnes qui vont se spécialiser, et là, vous serez beaucoup plus fort. Donc, on a besoin des deux, et c'est le conseil que je me permets de leur redonner à tous. Je partage, et je pense que, je ne sais pas si vous verrez l'émergence du revenu universel ou pas. Je pense que oui, il y a plein d'éléments qui vont façonner votre carrière. Les prédire, c'est impossible. Pierre Dac disait que les prévisions sont souvent fausses, surtout quand il s'agit de l'avenir. Les connaisseurs apprécieront. Et au fond, vous ne pouvez pas prédire. Donc, ne cherchez pas à sécuriser. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut que vous soyez lucide. Vous avez appris à marcher sans vous rendre compte que vous appreniez à marcher. Vous avez appris à vous servir d'un iPhone sans vous en rendre compte. Tout ça est naturel chez vous. Et ça va continuer à être naturel. Ce qu'il faut, c'est continuer à conserver une bonne plasticité cérébrale, être lucide qu'à 25 ans, vous aurez déjà des capacités cognitives et numériques très inférieures des gens qui en ont 18.
Et c'est le cas, et c'est le drame des mathématiciens, mais ça n'empêche pas des mathématiciens de 50 ans de faire évoluer les mathématiques ou de les transmettre. Et donc, gardez cette agilité, cette plasticité et cette confiance en l'avenir. De toute façon, l'avenir sera ce qu'il sera. Vous en serez les acteurs. J'espère que vous serez des acteurs éclairés, moi, et surtout très conscients des défis écologiques qui nous attendent. Et puis, concentrez-vous sur vos forces. Elles ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et allez faire ce que vous aimez parce que vous serez bon dans ce que vous aimez. Vous ne serez pas bon dans ce qui rapporte beaucoup d'argent. Vous serez bon dans ce que vous aimez. Et pour moi, c'est vraiment mon mot de la fin. Donc, allez vers ce vers quoi votre inclination vous porte. Si c'est le contact, si c'est la techno, si c'est l'économie, si c'est, je ne sais pas, bref, vous le savez, chacun, c'est ça qui vous permettra de vous épanouir. Merci beaucoup pour vos 2 messages optimistes. Alors, on ne peut pas prédire beaucoup de choses, mais sur une note plus légère, moi, je pense qu'on peut prédire une chose. Si les personnes n'ont pas encore mangé, moi, je prédis une bonne commande de Sushi Shop grâce à vous. Alors, je n'ai pas d'action chez Sushi Shop, ce n'est pas du tout mon propre. Bon. Un client parmi d'autres. N'hésitez pas à mettre un petit message sur les réseaux sociaux pour remercier nos intervenants, pour aussi nous dire ce que vous avez pu en penser, à nous contacter. Et puis, à très bientôt pour une prochaine masterclass. On reste disponible, évidemment, toute l'équipe Schema Conseil. Et encore une fois, merci à EY, merci à Europia, merci Monsieur Vincent Genot et Monsieur Brelet. Et à très vite, j'espère. Merci Brahim en tout cas pour cette organisation et ce rôle de modérateur. Merci Brahim et merci de nous avoir invités. On était ravis de participer. À très bientôt. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.